Merci à tous d'être présents donc, pour cette information sur le métier d'assistant de régulation médicale. Cette information vous est proposée donc, par la Cité des métiers sur proposition de M. Cohen, donc, de l'Institut de formation des professionnels de la santé. Donc, on remercie pour nous avoir permis de rentrer en contact avec nos intervenants de ce soir. Donc, moi, je suis docteur Deshaies, je suis médecin urgentiste au SAMU 22, donc, et je suis également le responsable du CESU 22 qu'on vous présentera rapidement pour savoir quelle est sa mission. Bonsoir, moi je suis Héloïse Botrel et je suis assistante de régulation depuis 7 ans et coordinatrice au sein du SAMU 22. On ne pouvait pas vous présenter le métier sans vous présenter l'unité dans laquelle on exerce et l'organisation globale du SAMU, parce que il faut savoir dans quel lieu et dans quel cadre vous allez travailler. Donc on vous propose déjà de vous présenter le SAMU 22 et comment on fonctionne. Historiquement, on va dire, le SAMU, service d'aide médicale urgente, historiquement, c'était la détresse vitale, comme vous l'avez dit, l'urgence absolue. Ça a été créé dans les années 70 pour épargner des vies, notamment sur la route, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'accidents mortels et qu'il fallait effectivement déplacer l'hôpital au chevet du malade, du patient, parce que sinon on avait très peu de chances de le ramener, de lui sauver la vie, de le ramener à l'hôpital. Donc en fait, l'idée, elle est de là. Mais le service a changé et les missions aussi ont changé. Et on va vous en parler au fur et à mesure de cette présentation. Et donc, ce n'est plus que l'urgence absolue, c'est aussi les soins non programmés. Donc, on va vous en parler au fur et à mesure. Donc, effectivement, un SAMU, il y en a un par département. Donc, vous l'avez dit, c'est un service public. Donc, un service gratuit aussi. Il est, pour les Côtes-d'Armor, il est situé à l'hôpital Yves-Le-Foll, donc à Saint-Brieuc. Pour le contacter, comme vous l'avez dit, on fait le 15. Et on est H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un des endroits, pas le seul endroit, mais un des endroits où il y a de la lumière tout le temps et du monde tout le temps. Les missions du SAMU ont évolué. Ce n'est plus que l'urgence vitale, mais c'est aussi les soins non programmés. Et vous l'avez peut-être découvert depuis 2 ans, c'est aussi la gestion des crises sanitaires. On a été beaucoup sollicité avec la crise Covid, en tout cas de les premiers instants, puisque les appels passaient énormément par nous. Après, cette crise, bien sûr, c'est tous les services de santé et les services publics qui l'ont supporté. Donc, ça n'est pas que nous, mais en tout cas, dans les premiers instants, on a participé aussi à ça et ça fait partie de notre mission. On peut avoir sur une journée jusqu'à 1000 appels par jour sur 24 heures. Donc, vous voyez la conséquence. Pour une population de un peu moins de 600 000 habitants pour notre département. Donc, vous imaginez pour d'autres départements, en fonction de la population, le flux d'appels. En général, en semaine, on est 4 la journée, plus un coordinateur jusqu'à 15h30. Le soir, ils sont 3. Et le week-end, on est 5 et ils sont toujours 3 la nuit. On peut très bien avoir ce nombre-là, 7 appels par heure. Comme on peut tourner à 10, 15, 20, ça dépend. On ne peut pas avoir un flux linéaire, puisqu'il y a des appels plus ou moins urgents, vous l'avez dit, et donc on peut prendre plus ou moins de temps. Et puis, il y a des moments où on ne peut pas filtrer comment on choisit les gens qu'on décroche, quoi. Alors, on ne le fait pas d'ailleurs, ce n'est pas le but. Mais il faut être bien conscient que la plupart des gens ne savent pas forcément si c'est une urgence ou pas, quand ils nous appellent. Il y a des urgences où on le sait, c'est évident, mais il y a des situations où les appelants ne sont pas forcément conscients que c'est une urgence. Donc on a plusieurs entités dans le SAMU. On a le SMUR, c'est ce que vous avez dit, c'est le soin préhospitalier, c'est-à-dire qu'on emmène l'hôpital au chevet des victimes d'accidents ou des patients victimes d'affections soudaines, c'est-à-dire des maladies graves, des arrêts cardiaques, des malaises. On fait aussi des accouchements à domicile. Alors, ce n'était pas prévu au programme des mamans probablement, mais en tout cas, ça arrive. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'être là avant le recours à l'hôpital pour assurer une stabilité au patient, éviter qu'il s'aggrave, voire même lui apporter des soins curatifs dès le domicile ou dès le bord de la route, puisqu'on parle aussi éventuellement du bord de la route. Voilà. Et le centre 15, c'est donc là où exerce l'assistant de régulation médicale. Et donc l'objectif, c'est d'apporter une réponse médicale adaptée aux besoins de chaque patient. D'accord ? Et donc l'idée, c'est bien de trier, de prioriser pour donner le plus de chances possible à tout le monde, c'est-à-dire faire en sorte que chaque patient accède aux justes soins.
C'est-à-dire qu'on priorise l'urgence par rapport à celui qui peut attendre, mais on donne aussi une réponse, quoi. Et on adapte en fonction de la gravité de la situation. Je vous ai dit qu'on était aussi investi dans les situations sanitaires exceptionnelles, donc on a parlé de la pandémie. Il y a aussi les accidents multivictimes. Vous en voyez régulièrement dans les journaux. Enfin, régulièrement, j'espère pas trop, mais en tout cas de temps en temps. Voilà. Et le SAMU a aussi donc le Centre d'enseignement des soins d'urgence qui a pour mission de former les personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux à l'urgence et aux situations sanitaires exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, on doit savoir faire un minimum de gestes d'urgence, et donc on a cette mission de former les professionnels de santé à ces gestes. Donc 3 entités, le SMUR, le Centre 15, le CISU. Alors le Centre 15, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est là où exerce l'assistant de régulation médicale. Donc là, vous voyez juste la moitié de la salle en fait, de régulation. Donc il faut considérer qu'il y a le double en fait, de l'autre côté, il y a la même chose. Donc par poste, on a 5 écrans. L'écran principal que vous voyez, c'est le gros en fait, qui est sur le bureau, avec les 4 écrans qui sont au-dessus, parce qu'on a plusieurs logiciels en fait, métiers. On a notre centrale d'appel qui va permettre le dispatching en fait, des appels, de vous répondre. Notre priorisation, quand on va choisir en, fait, en fonction, je vais vous expliquer après notre rôle. On a notre logiciel principal qui est Centaure 15, où là on va en fait avoir tout ce qui est cartographie du département, nos décisions pour les envois de moyens. Ça va, et ainsi que du coup la première page en fait, de notre logiciel, ça va être la localisation que on va vous montrer après. Et ensuite on a d'autres logiciels en arrière. On a maintenant Sauve Life, où on va déclencher des gens sur des arrêts cardiaques à domicile, ou sur la voie publique, ou pour emmener un DSA. On a notre logiciel d'ambulance privée. Enfin, on a plusieurs en fait, logiciels, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir 5 écrans. Et même des fois, avec 5 écrans, on s'y perd un peu dans tous les onglets. On a aussi notre radio, puisqu'il faut qu'on soit connecté en fait, avec les SMUR qui se déplacent. On doit avoir les horaires de leur arrivée, de leur départ. Et notre téléphone, forcément, qui est à côté. Donc voilà, en gros, notre bureau. On a dit la régulation médicale, c'est apporter une réponse médicale adaptée à tout appel venant d'une personne en détresse. Donc on a dit détresse réelle ou ressentie, accessible par le numéro de 15. Et elle est effectuée par des médecins, j'ai déjà commencé à vous le dire, hospitaliers, mais urgentistes, et des médecins d'exercice libéral. C'est-à-dire qu'on a déjà 2 compétences médicales différentes au sein de la salle de régulation médicale. Et je trouvais important de vous dire ça, la régulation médicale, c'est un acte médical. C'est-à-dire que c'est, on va dire, pas l'ancêtre, mais la première télémédecine. C'est le premier lieu où on a fait de la télémédecine et de la télésanté, puisque finalement, on fait une consultation par téléphone. Et c'est bien un acte médical et une décision médicale. L'objectif, c'est une prise en charge adaptée à la situation, mais aussi équitable. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, on a le droit au même niveau de soins. Voilà. On assure une écoute permanente et une réponse permanente à toutes les urgences médicales et aux demandes de soins non programmés. Juste quelques chiffres, puisqu'on parlait de nombre d'appels qu'on réceptionne par jour. On gère entre 220 et 230 000 appels par an. Et ça représente 115 000 dossiers de régulation médicale. Alors pourquoi il y a moins de dossiers que d'appels ? Parce qu'en fait, un dossier de régulation, c'est l'équivalent d'un patient, d'appel pour une personne, mais la gestion, la prise en charge d'une personne peut amener à 1, voire 2, voire 3 appels. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'appels que de dossiers de régulation. Voilà. Et vous voyez que, alors on n'a pas mis toutes les années antérieures, mais les appels sont en constante croissance. Tous les ans, on augmente régulièrement la quantité d'appels et la quantité de prise en charge au Centre 15. Donc notre nouvelle salle de régulation, puisque monsieur a bien noté qu'on avait déménagé, elle compte actuellement donc 18 postes au quotidien. Et nous avons également donc une salle de crise qu'on ouvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Donc c'est cette salle qu'on a ouverte au moment de la première vague Covid, puisqu'on a eu des afflux massifs d'appels. Et donc on a dédoublé notre salle de régulation. On était 2 fois plus à ce moment-là pour pouvoir faire face
au nombre d'appels. Donc cette salle de crise, elle comporte 8 postes. Donc les acteurs au centre du centre 15, on a dit l'assistant régulation médicale. Alors, Héloïse va vous présenter, mais c'est le poste essentiel. C'est la première personne qui va décrocher. C'est elle qui va être votre premier interlocuteur si vous faites le 15, quoi. Et elle va donc trier, prioriser les appels pour choisir, en fonction de la gravité de la situation, si elle doit le passer au médecin urgentiste, en cas de critère de gravité, ou si c'est des symptômes ou une situation qui peuvent attendre et qui dépendent donc de la permanence des soins. Ou si c'est un appel pour des soins dentaires, puisque depuis 1 an et demi, nous avons tous les dimanches matins un dentiste qui répond aux appels d'urgence dentaire. Alors on est bien sur, là pour le coup, de l'urgence dentaire. On n'est pas sur de rendez-vous de soins programmés dentaires. Voilà. Et nous avons aussi un poste de coordinateur ambulancier en salle qu'on vous présentera peut-être tout à l'heure. Voilà. Sa mission, c'est d'envoyer les transports sanitaires. Voilà, donc le centre 15, il s'intègre que ce soit du médical, du traumatique, dans la prise en charge de tout besoin de soins. Je vous l'ai dit, il est interconnecté avec le 18 et le 17. Et tout appel est donc régulé par un médecin et trié, priorisé par l'assistant de régulation médicale. C'est donc le binôme permanent sur lequel on travaille et on s'appuie. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, quand les gens appellent au centre 15, comme dans n'importe quel centre d'urgence d'ailleurs, ils forment une demande urgente. Le problème, c'est que souvent, on sous-estime, on surestime, pour des raisons diverses et variées, stress, méconnaissance, peu importe. Et c'est totalement légitime au regard de la situation. Mais on n'est pas forcément compétent pour s'évaluer soi-même. Voilà. Et donc, le travail de l'assistant de régulation médicale et du médecin régulateur, c'est d'évaluer la gravité de la situation et de déterminer ensuite les besoins adaptés aux soins du patient. Donc, je vais vous présenter un peu le rôle de l'assistant de régulation médicale. Donc, vous faites le 15. Mon but, ça va être donc de vous accueillir. Donc, en général, on se présente « Bonjour, le SAMU 22, je vous écoute ». J'ouvrirai ensuite mon dossier médical où là, je vais pouvoir vous localiser. Je vais vous demander votre adresse complète, la ville, votre rue, si vous êtes en maison particulière ou un appartement, le nom, prénom de la personne pour qui vous appelez. On va confirmer évidemment votre numéro de téléphone, la date de naissance du patient, et on peut demander le poids selon en fait le motif d'intervention. Et à partir de ce que vous allez présenter comme motif d'appel, on va essayer de vous poser des questions pour déterminer si c'est un appel qui doit être passé au médecin urgentiste ou si c'est un appel qui doit possiblement passer en médecine libérale. En fonction en fait de l'appel, on va le trier et le mettre en urgent ou pas. C'est-à-dire si je le passe par exemple au docteur Dehay, je vais avoir 3 couleurs possibles. Je vais avoir le P2. Ça veut dire que c'est un appel qui peut attendre. Je n'ai pas besoin d'envoyer un moyen tout de suite. Je peux attendre que le docteur Dehay décroche en fait l'appel. Je lui présente l'appel et en fonction, elle prendra une décision derrière, un conseil médical, un envoi de moyens ou autre. J'ai ensuite le P1. C'est un appel où possiblement il pourra y avoir une urgence vitale derrière. Je vais vous donner un exemple, une douleur thoracique, une difficulté respiratoire. Ça ne peut pas attendre la régulation médicale. Si le médecin est en ligne, je vais être en droit d'envoyer un moyen sur place, une ambulance privée ou les pompiers. Et ensuite, j'ai le P0, qui là est un départ réflexe. Les arrêts cardiaques, les pendaisons, les noyades. Je n'ai pas besoin d'avoir l'avis du médecin régulateur. J'ai le droit et je dois envoyer un SMUR. Comme vous l'avez vu, c'est un médecin qui se déplace, avec bien sûr les pompiers en général, puisque souvent on préfère envoyer les pompiers sur ce genre d'appel qu'une ambulance privée. En fait, la centrale d'appel est normalement programmée pour que les appels urgents puissent être déjà pré-triés. Et donc, c'est effectivement chaque moyen de secours qu'on envoie, que ce soit ambulance privée ou sapeur-pompier ou SMUR, a le moyen de nous interpeller par des codes très précis pour pouvoir passer en priorité. À nouveau, on le redit, si c'est nécessaire. Ces codes sont bien délivrés uniquement dans le cadre de l'exercice professionnel. Et donc, en cas de départ réflexe, donc le P0 rouge, nous devons vous aider dans des gestes d'urgence par téléphone. On va vous aider, par exemple, à pratiquer un massage cardiaque, compression thoracique, comme on dit maintenant, à mettre une personne en position latérale de sécurité si elle est inconsciente,
Il y a plein d'autres gestes qu'on peut vous accompagner. Donc après, si vous nous dites je ne veux pas faire, on ne vous forcera jamais à le faire. On ne va pas vous culpabiliser. Ce n'est pas notre rôle. Après, on vous passera à un médecin s'il est disponible. Sinon, on restera avec vous jusqu'à l'arrivée des secours en général. Si c'est un arrêt cardiaque, on essaye de rester avec la personne au téléphone. Tout appel au 15 doit être régulé par un médecin urgentiste ou libéral. Même si vous n'avez pas le médecin au téléphone, on devra vous dire « vous ne quittez pas, j'en parle au médecin ». Et on vous reprend derrière si le médecin nous dit tu envoies une ambulance, j'ai pas besoin de parler à la personne vu ce qu'elle t'a dit pour le moment. On déclenche les moyens ensuite. Et derrière, on s'assure de la bonne prise en charge du patient. C'est-à-dire, après un bilan, par exemple, si on a envoyé une ambulance privée ou les pompiers, on va avoir le bilan avec eux. Et on devra s'assurer derrière que la personne, elle va dans le bon service de l'hôpital, dans le bon hôpital avec les bons plateaux techniques pour qu'elle soit au mieux prise en charge et le plus rapidement possible. L'assistant de régulation médicale est censé être vigilant sur tout le déroulé de l'intervention, c'est-à-dire du moment où il décroche jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, comme tu l'as dit, mais ça va dans les détails. C'est-à-dire que c'est m'assurer que le moyen que j'ai engagé est bien parti, que celui que j'ai appelé en disant « il faut aller à telle adresse » a bien pris son départ. S'assurer qu'il est bien arrivé sur les lieux, parce qu'il peut y avoir un imprévu, quelque chose, voilà. S'assurer qu'il a bien quitté les lieux pour aller à l'hôpital. S'assurer que les secours sont suffisants. Quand vous dites je passe mon bilan, je suis sapeur-pompier volontaire, je passe mon bilan, donc on doit évaluer si les secours sont suffisants, si vous considérez que vos secours sont votre présence est suffisante, ou s'il y a besoin de renfort. Parce que là aussi, l'envoi d'une équipe médicale, elle peut se faire en 2 temps. Soit initialement, dès l'appel, on a des critères de gravité, soit au moment de l'appel, on n'avait pas les critères de gravité, mais l'envoi du secours, que ce soit ambulance privée ou sapeur-pompier, nous donne un certain nombre d'informations supplémentaires qu'on n'avait pas mesurées au téléphone. Tout comme d'ailleurs, le médecin peut très bien revenir sur sa décision. Il vous a donné un conseil médical au premier appel. Vous nous rappelez pour dire il y a un changement d'état de la personne, ou même pour vous. Le médecin peut très bien vous dire, dans ces cas-là, je vous envoie une ambulance privée ou les pompiers. C'est pas parce que vous raccrochez une fois que vous n'avez pas le droit de nous rappeler. D'ailleurs, on laisse la porte ouverte, on vous dit, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous rappeler au 15 directement. Ça, c'est important de le redire parce que souvent les gens disent j'ai appelé, si je rappelle, je vais déranger. Enfin, c'est un peu ce que vous avez dit, on ne veut pas déranger. Mais s'il y a quelque chose qui change et si on vous a dit de rappeler, faut rappeler en fait. C'est comme ça. Si la situation était tout le temps stable, on n'aurait pas besoin d'avoir ce genre d'organisation, puis on n'aurait pas besoin d'avoir une permanence H24. Or, la santé, les problèmes de santé, c'est ça. C'est pas toujours aussi stable que ça. C'est d'ailleurs pas forcément stable. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre en compte cette évolution. Et parfois, ça s'améliore aussi, des fois. Donc une fois que l'assistant de régulation médicale, donc Héloïse en l'occurrence, m'a passé cet appel, le rôle médical, c'est effectivement d'évaluer le degré de gravité du patient, de la victime, d'interroger plus précisément, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus dans les détails, émettre des hypothèses diagnostiques, et puis donner des conseils en attente des secours s'ils n'ont pas été donnés par l'arme. Parce que majoritairement, c'est l'arme qui donne... je suis désolée, je dis toujours l'arme, c'est notre raccourci. L'assistant de régulation médicale. Voilà. Et notre rôle, c'est de faire une prescription, c'est-à-dire choisir une réponse. Donc, on peut donner un conseil médical du type prenez un antalgique, réajuster votre traitement, ça peut être ça. On peut renvoyer à un autre intervenant. Ça peut être une prise en charge psychologique, ça peut être l'intervenant de force de l'ordre en cas de péril quand même, il y a ça aussi. Ça peut être envoyé vers le médecin traitant, parce que tout simplement, le médecin traitant peut peut-être finalement répondre à cette demande-là. Ça peut être aussi d'orienter vers de la médecine de ville, donc la maison médicale de garde. Et on vous l'a dit, ça peut être envoyé un moyen de transport sanitaire, donc soit une ambulance privée, soit les sapeurs-pompiers. Et puis, évidemment, en cas de critère de gravité, envoyer un SMUR, c'est-à-dire la fameuse équipe de réanimation. La régulation, c'est un acte médical, donc c'est le médecin qui est responsable de la prise en charge du patient. Donc nous, on travaille beaucoup avec le 18, puisqu'on a dit tout à l'heure en début de séance que tout appel au 18 doit être régulé, tout appel médical est régulé par le 15. Donc on est interconnecté avec eux, on peut leur demander aussi l'envoi de véhicules de secours aux victimes, donc les VSAV. On travaille aussi avec les ambulances privées, police et gendarmerie. Comme disait Nathalie, quand il y a un péril,
on n'envoie pas forcément une ambulance privée ou les pompiers, ça peut être juste police et gendarmerie pour faire un premier bilan de la situation sur place. Et ensuite, les cabinets médicaux et paramédicaux. Comme je vous ai expliqué, on va trier les appels en fonction du motif d'appel, si ça va en AMU, ça c'est le raccourci pour l'aide médicale urgente, ou la ML, médecine libérale. Et je vais prioriser. En médecine libérale, ça sera toujours du vert. C'est, comme j'explique souvent, la bobologie, entre guillemets. C'est ce qui, pour moi, vous pouvez aller voir votre médecin traitant à la base. Il n'est pas disponible, par exemple, donc vous nous appelez. Ensuite, nous avons l'arme binôme. Je vous disais tout à l'heure, c'est un poste qu'on a en régulation. On a l'arme front office qui ne va décrocher que du 15 et l'arme binôme qui, lui, en fait, est le binôme du médecin régulateur pour tout ce qui est envoi de moyens. Donc, c'est les pompiers, les SMUR, les ambulances quand on n'a pas, du coup, le coordinateur ambulancier qui est là. Et il va prendre, du coup, tous les bilans de ces envois qui ont été faits. S'il est débordé, on va l'aider. Mais normalement, tout lui revient à lui, que ce soit l'envoi de moyens ou l'interprétation du coup des bilans. Il faut savoir qu'un bilan, par exemple, un médecin libéral peut envoyer une ambulance. Si au bilan, il estime qu'il y a un critère de gravité, il doit le repasser en médecine urgente. Si pour lui, il y aura peut-être besoin d'un SMUR, il peut très bien switcher entre la médecine libérale et la médecine AMU. Je voulais insister du coup sur la force de ça, c'est-à-dire que dans la même salle, vous avez les appels de soins non programmés et la médecine d'urgence. Ce qui fait que s'il y a un doute sur le patient, si le patient a estimé que ce n'était pas urgent et qu'au final, à l'évaluation, c'est urgent, finalement, il a quand même le bon interlocuteur dans la même pièce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à l'inverse aussi, si finalement on pense que c'est urgent et que finalement, ce n'est pas une urgence, mais qu'on a besoin quand même d'un soin, vous aurez accès à de la médecine libérale, de la médecine de ville. Je pense que ça, c'est aussi important. Et les assistants, du coup, ils ont leur spécialisation ou alors ils tournent sur les postes ? On tourne. En fait, par journée, chaque arme est censée passer une fois au binôme. Parce que prendre des bilans, il faut savoir qu'en journée, on a beaucoup de bilans pour les moyens qu'on a engagés. Et ça peut être très fatigant, on va dire juste ce poste-là, de rester là toute la journée. Il faut suivre où sont les SMUR, il faut faire attention justement, comme on disait, ce petit suivi d'appel, de voir qu'on a bien envoyé la bonne demande, en fait, le bon moyen, dans le délai qui était imparti par le médecin régulateur. Après, les autres armes, forcément, on doit suivre tous nos dossiers, on doit faire attention que chaque dossier a bien eu une réponse, qu'il n'est pas resté... Par exemple, ça arrive que des gens raccrochent parce qu'on a trop de délais de réponse. C'est à l'arme qui a pris l'appel de faire attention, justement, que chacun de ces dossiers a bien eu une réponse par un médecin, que ce soit libéral ou AMU. On a des horaires définis, par exemple, selon l'horaire à laquelle, si j'arrive à 7h, je sais que je vais faire binôme l'après-midi de 14h à 18h. C'est déjà écrit, c'est un protocole en fait dans notre service qui est comme ça pour que tout le monde puisse tourner, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes en fait en journée. Alors juste un petit focus sur le SMUR parce qu'on en a parlé beaucoup. C'est la structure mobile d'urgence et de réanimation. C'est un des moyens donc du SAMU. C'est en tout cas celui qui permet d'envoyer l'hôpital au chevet du patient. Voilà, donc vous l'avez dit, c'est un service public, c'est un service hospitalier. Et donc sa mission, c'est de prendre en charge les urgences vitales, de mettre en œuvre des gestes et des soins, pour le coup médicaux, de réanimation s'ils sont nécessaires, et de transporter sous surveillance médicale vers l'établissement de santé qui aura le plateau technique adapté. Par exemple, il faut savoir qu'en Côte-d'Armor, on n'a pas de neurochirurgie. Donc, si un patient a une situation médicale qui nécessite de la neurochirurgie, eh bien, il faudra qu'on le transporte sur surveillance médicale jusqu'à un hôpital qui a de la neurochirurgie, comme Rennes ou Brest. Donc, une équipe de SMUR, c'est composé d'un médecin spécialiste en médecine d'urgence, d'un infirmier. Alors, j'ai mis anesthésiste pour l'équipe de Saint-Brieuc, mais c'est un infirmier. La loi demande un infirmier. À l'hôpital de Saint-Brieuc, pour l'instant, c'est un infirmier anesthésiste et d'un ambulancier SMUR. Voilà. Et donc, c'est un véhicule dans lequel, alors je vous les avais peut-être vu passer, c'est des véhicules type espace. Et pour autant, on arrive à faire rentrer un matériel de réanimation complet, en tout cas pour prendre en charge au moins un patient en totalité, comme dans un service de réanimation. Donc, on a des véhicules légers, c'est-à-dire que le véhicule léger, son objectif, c'est d'emmener l'équipe médicale au chevet du patient le plus rapidement possible. Mais vous voyez bien sûr qu'on ne pourra pas transporter ce patient-là.
Ça veut dire qu'on devra être accompagné soit d'un VSAV, soit d'une ambulance privée. Et on a donc des grosses ambulances, ce qu'on appelle des ambulances de réanimation, où cette fois, on pourra transporter directement le patient. C'est ces véhicules qui sont choisis pour faire ce qu'on appelle des transferts, c'est-à-dire emmener un patient d'un hôpital à un autre hôpital quand le plateau technique est nécessaire, quoi. On a aussi un hélicoptère, je pense que vous le connaissez, vous l'entendez de temps en temps. À nouveau, c'est un véhicule, il n'y a pas d'équipe dédiée. En fonction de là où on va, de l'accessibilité, du délai d'intervention, parce que comme dans tout département, notre département a ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire des zones pour lesquelles, si on prenait par la route, on serait au-delà de 20 minutes d'arrivée sur le lieu d'intervention. Et donc la loi dit qu'on doit être à pas plus de 20 minutes d'une équipe médicale pour chaque patient. Et donc dans ces cas-là, c'est l'hélicoptère qui est privilégié. Alors il a juste une contrainte, c'est la météo. Donc, les équipes médicales, vous en avez une, on va dire, dans chaque hôpital du département des Côtes-d'Armor. Donc il y en a une à Dinan, à Saint-Brieuc, à Lannion, à Guingamp, à Paimpol. Et on peut être amené aussi à faire intervenir dans les zones limitrophes les SMUR des autres départements. C'est-à-dire que dans le secteur de Plouguer-Nével, par là, ce sera le SMUR de Carhaix. Notre mission aussi, je vous ai parlé des situations sanitaires exceptionnelles. Donc, je pense que le Covid, vous en avez déjà entendu parler, ça fait 2 ans, on en a un peu... Voilà. Mais on peut être amené à intervenir aussi sur des accidents, ce qu'on appelle multivictimes. Vous avez tous vu dans le journal les derniers accidents récents. Voilà. Donc, on est présent. On n'est pas forcément vu, mais on est présent. Donc à Saint-Brieuc, parce qu'il faut savoir que dans tous les SAMU, on n'a pas la même organisation au niveau des horaires. Donc à Saint-Brieuc, on est en 12 heures. Je vous disais, on est 4 par jour. C'est donc du 7 jours sur 7 et du 24 heures sur 24. On travaille les week-ends et les jours fériés. Soit on est de jour, soit on est de nuit. On peut faire les deux. Un mois, on peut être de jour. Le mois d'après, on peut être de nuit. Et évidemment, on est soumis au secret professionnel. Ça va souvent être des semaines de 48 heures et la semaine d'après, ça peut être 24. En fait, on est annualisé, donc il y a des mois où on peut faire plus de garde et des mois où ça va être un peu plus léger parce qu'on est un peu en avance sur nos heures. On n'a pas un planning fixe. Il faut savoir que, comme je vous disais, il y a des semaines où on peut avoir 3 gardes, d'autres 4. C'est jamais les mêmes. C'est jamais le même mois. On ne sait jamais en fait comment ça va tomber les jours de garde. On essaye de faire un week-end sur 2, mais par contre, des fois, ça peut être un week-end sur 3. Ça dépend, en fait, c'est pareil, ça dépend de la demande. Si on a des collègues qui sont en vacances, c'est aléatoire. Mais souvent, c'est plus un week-end sur 2, parce que c'est souvent les vacances. Donc, normalement, on a au minimum 2 jours de repos quand on a fait 2 gardes de nuit. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour les horaires, on va être 2 de 7h à 19h. Le 3e va arriver à 8h jusqu'à 20h. Et le 4e va faire 9h, 21h. Et de nuit, ils sont 2 en 12 heures, donc ils vont faire 19h, 7h. Et la 3e personne de nuit fera 20h, 6h. Il y a toujours en fait un roulement. On est toujours soit relevé par les gens qui font 7h, 19h, ils relèvent les personnes de nuit. On s'échange les informations de la journée. Par contre, on n'a pas tous des relèves. L'idée, c'est éventuellement de pouvoir s'adapter, donc faire se peut à certaines périodes où il y a un peu plus de flux. Typiquement, le matin, entre 6h et 9h, on a un peu plus d'appels parce que les gens se réveillent, découvrent des choses, enfin voilà, se sentent pas bien. Le médecin n'est pas forcément encore ouvert. Donc, on a ce genre de situation. Après, il y a tout ce qui est sur la route, on va au travail. Il peut aussi y avoir des accidents, ce genre de choses. Le soir, c'est pareil. 17h, 22h, on a à nouveau... un flux un peu plus conséquent. Donc on a fait un petit peu le tour des qualités et compétences qui pour nous sont essentielles en fait pour être arme. Donc il faut être accueillant et à l'écoute, avoir de l'empathie. Le but quand même c'est d'essayer de calmer la personne qui appelle si elle est dans une situation de stress. Et du coup, on doit aussi gérer notre stress parce que forcément on reste humain. Il y a des appels qu'on n'aime pas avoir, il y a des appels où on va prendre le stress de la personne qui appelle et on va le ressentir aussi. Donc on doit gérer les deux. Le travail d'équipe, comme on vous disait, c'est pas parce que je suis en ligne avec quelqu'un pour un arrêt cardiaque que les secours ils partent pas. Mon collègue est à côté, il va entendre, il va faire tout de suite partir les secours de façon à ce que moi je reste avec la personne au téléphone. On doit s'adapter. On s'auto-remplace. C'est un métier où
il faut être formé. On ne peut pas prendre quelqu'un en intérim ou autre. Donc, c'est de l'auto-remplacement. C'est-à-dire qu'il y a un week-end où on va être de repos, on peut être appelé s'il y a un arrêt de travail. La capacité d'attention et de concentration, c'est 12 heures où on est dans une salle entre nous. Forcément, 12 heures, ça peut être long. Il faut être capable de rester 12 heures sur 5 écrans. On a 30 minutes de pause le midi pour manger. Après, forcément, on peut prendre d'autres petites pauses au cours de la journée. Là-dessus, on n'est pas restreint, si vous voulez. On ne va pas partir 1 heure en pause, mais voilà. On a 30 minutes officiellement pour manger le midi. Et ensuite, c'est 11h30, du coup, entre guillemets, où on doit prendre des appels. On conseille quand même, ça arrive qu'on ait des appels difficiles, on n'en voudra pas à la personne si elle se déconnecte parce qu'elle a besoin de souffler, parce qu'elle a besoin d'en parler. Et c'est là aussi où il y a un travail d'équipe. C'est que les collègues, on est là quand ça ne va pas, quand on a eu un appel qui était difficile à gérer. On doit être là les uns pour les autres. On doit savoir du coup écouter et en même temps taper à l'ordinateur. Donc on est multitâche, comme on dit. On doit faire plusieurs choses à la fois. Forcément, il faut savoir se servir des outils informatiques et téléphoniques. Alors ça s'apprend. Mais si déjà de base, on est un peu en difficulté sur l'informatique, c'est sûr que ça va être plus long à acquérir du coup cette compétence. Et l'esprit synthétique et être organisé, c'est aussi essentiel puisque du coup, il faut savoir synthétiser les informations qu'on va nous donner et les trier. Et en même temps, être organisé dans le sens où on ne peut pas avoir la tête ailleurs. Il faut vraiment savoir se concentrer sur un appel. La salle, elle est bruyante. Alors même si notre nouvelle salle est quand même mieux insonorisée que l'autre. Mais voilà, c'est quand même... quand vous avez un appel qui tombe, vous devez quand même pouvoir vous mettre et à la fois dans votre bulle et en même temps écouter ce qui se passe à côté pour éviter justement qu'il y ait des doublons, pour voir si votre collègue, moi j'ai un appel qui est un peu moins urgent, je peux t'envoyer ton équipe médicale, je mets juste la personne en pause de petites secondes et je peux faire ce que tu me demandes de faire. Donc on en revient encore à la discrétion et au respect du secret professionnel. On ne doit pas divulguer à l'extérieur, on ne doit pas donner de nom, de prénom. Si nous, on connaît quelqu'un, on ne doit pas non plus en parler à notre famille, si c'est quelqu'un qu'on connaît. Voilà, on est soumis au secret professionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce qui se passe au SAMU reste au SAMU. On doit avoir le sens des relations humaines, puisque c'est un métier qui est quand même difficile, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de rester humain. Comme on disait, on peut être sympathique au téléphone. Les gens, des fois, n'appellent pas forcément pour des appels urgents, mais ce n'est pas parce qu'ils appellent pour ce genre-là qu'on ne peut pas être quand même empathique et sympathique avec eux au téléphone. La tolérance, on ne doit pas juger. On a un devoir de réserve. Donc la disponibilité, comme je vous disais tout à l'heure. Être au service du patient et l'intérêt pour les autres. Si déjà vous n'avez pas cette qualité, le métier va être compliqué puisque c'est quand même un métier où on doit porter de l'intérêt pour les autres, c'est-à-dire que on est là pour aider. On n'est pas là pour réprimander parce que quelqu'un appelle le 15 alors que c'est pas urgent. Non, on n'est pas là pour ça. Et on doit être bienveillant. On est là pour aider les gens, comme je disais. On est vraiment là pour vous aider. On a de plus en plus de personnes qui viennent habiter en France et qui parlent pas forcément français. Ils parlent anglais. On a l'été, les touristes en Bretagne. Donc ça fait partie maintenant des demandes d'ailleurs avec l'école d'armes où vous serez formé à l'anglais médical, puisqu'on peut parler anglais, un anglais de tous les jours, mais si on n'a pas le côté médical, l'important c'est quand même de pouvoir localiser la personne, d'avoir au moins un nom et au moins le motif d'appel. Donc oui, l'anglais maintenant est demandé et vous aurez des cours si vous faites l'école d'armes pour ça. Donc effectivement, la question c'est de l'avenir et l'évolution du métier d'armes. Alors des besoins, on va en avoir de plus en plus puisque le centre 15 est amené encore à muter avec ce qu'on appelle le service d'accès aux soins, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on puisse répondre à tous les besoins de santé, toutes les demandes de besoins de soins pour lesquels le patient n'aurait pas pu joindre son médecin traitant, on va dire. Donc c'est ça la perspective d'avenir. Donc vous voyez qu'on va ouvrir encore plus nos ressources et on va avoir besoin de plus de personnes pour décrocher le téléphone puisque forcément, si on propose d'autres missions et d'autres réponses, il va falloir pouvoir ouvrir. Donc c'est vrai que le service d'accès aux soins et la mutation progressive et à venir va nous demander beaucoup plus d'assistants de régulation médicale. Super
superviseur ARM, c'est quelque chose qui est sorti en fait en même temps que le service d'accès aux soins au niveau de l'évolution du métier. Donc pour l'instant, c'est la fiche de poste, si vous voulez, est encore en écriture. Pas que au sein du SAMU 22, hein. Mais ce poste est déjà en test dans plusieurs SAMU où il y a justement le service d'accès qui a été mis en place en test. Normalement, ce superviseur, il est censé veiller à la qualité de la réponse apportée au SAMU. C'est-à-dire qu'on a un temps de réponse, on ne doit pas dépasser ce temps. C'est lui qui, par exemple, va mettre en place un protocole de service. Si j'ai mes 4, je vais me mettre à la place du superviseur, j'ai mes 4 assistants de régulation qui sont tous en ligne, et j'ai 3 appels qui sont en attente, je vais leur demander, selon ce qu'ils ont, de lâcher l'appel. C'est-à-dire qu'ils vont mettre l'appel en salle d'attente du médecin. Donc l'appel va rester jusqu'à ce qu'un médecin décroche. Et l'arme va se rendre disponible pour prendre un autre appel, ce qui évitera du coup que l'augmentation en fait, de cette réponse. Et effectivement, la mission du SAMU, c'est normalement de répondre à 99% des appels en moins de 60 secondes. 99% des appels doivent avoir une réponse, un décroché en moins de 60 secondes. Ça ne veut pas dire qu'on doit vous avoir donné la solution en moins de 60 secondes. C'est qu'on doit avoir la capacité de décrocher. Donc si on n'est pas en capacité de faire ça, c'est une capacité collective, hein, ça ne correspond pas à l'obligation de l'arme de décrocher en moins de 60 secondes. C'est que le service doit permettre ça. Si on n'est pas en capacité de faire ça, ça veut peut-être dire soit que notre façon de trier les appels doit être revue, soit majoritairement, la plus grande partie, la raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est que le nombre de personnes au décroché n'est pas suffisant par rapport au nombre d'appels qui arrivent chez nous. Et donc justement, le rôle du superviseur, c'est en cas de non-réponse à cette qualité que le SAMU doit apporter, il va participer à la gestion des moyens. C'est-à-dire qu'il peut très bien dire, ça fait sur une période de plusieurs mois qu'il y a un délai de réponse qui est trop long. Il peut très bien demander un renfort sur ce délai. Comme on disait, au niveau des appels entre 17h et 22h, si on est passé, on peut très bien augmenter ce nombre d'armes pour pouvoir répondre justement à la demande à la base qui est faite. Il va veiller à la qualité, à la sécurité de la réponse apportée par les armes, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir la même façon de travailler. Mon collègue qui a le même appel que moi doit faire la même décision que moi. On ne peut pas avoir 2 réponses différentes sur un même appel. C'est-à-dire que si moi je le passe au médecin urgentiste, tout le monde doit le passer au médecin urgentiste. J'ai été formée comme ça, mes collègues aussi. Donc lui va veiller justement à ce qu'on ait tous la même réponse sur les appels. Comme je vous disais, il participe à l'écriture de protocoles et de procédures. C'est en accord avec le cadre aussi du service. Et il va assurer le suivi des indicateurs qualité. Donc c'est le fameux qualité de la réponse apportée au centre 15. Il va mettre par jour le nombre d'appels qu'a reçu le centre 15 par heure. Et ensuite, ils feront des tableaux en fait, pour exploiter justement ces données. À partir de maintenant, il faut passer le diplôme d'assistant de régulation médicale. Donc, diplôme qui a été créé, vous le voyez, donc, en juillet 2019. Vous voyez, il est noté aussi que pour les assistants de régulation médicale déjà en poste, ils doivent passer une certification. Donc, c'est pour tout le monde. Ceux qui veulent passer, ceux qui sont tout jeunes et qui n'ont pas de formation et donc qui vont suivre tout le cursus de l'école et les assistants déjà en poste. Alors, on va parler du CEPHARM avec lequel on collabore. Hein. Il y a 10 CEPHARM en France, mais en ce qui concerne Saint-Brieuc, l'hôpital de Saint-Brieuc travaille en partenariat avec le CEPHARM de Rennes. C'est-à-dire que nos assistants de régulation médicale, enfin certains assistants de régulation médicale, certains médecins participent à la formation des futurs assistants de régulation médicale qui sont au CEPHARM de Rennes. On vous a mis le lien web pour aller sur la page parce que je pense qu'il n'a pas été bien repéré, ce CEPHARM de Rennes, parce qu'en fait, c'est une collaboration avec les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, et donc l'entité administrative, c'est l'école d'Angers. Mais Angers a 3 sites, donc un site à Angers même, un site à Poitiers et un site à Rennes. Et donc, il y a bien une école physique à Rennes, d'accord ? Mais c'est vrai que c'est méconnu. Et quand vous tapez sur Internet CEPHARM, vous tombez sur le CEPHARM d'Angers, d'accord ? Et donc, dans le CEPHARM d'Angers, si vous souhaitez vous inscrire, dans le CEPHARM d'Angers, on vous demandera sur quel site vous souhaitez vous inscrire. Est-ce que c'est à Rennes ? Est-ce que c'est à Angers ? Ou est-ce que c'est à Poitiers ?
Les modalités d'accès à la formation, alors il y a 2 entrées, être titulaire du bac ou de son équivalent, ou avoir un diplôme de niveau 4, ou alors 3 ans d'expérience professionnelle temps plein, quel que soit votre métier. D'accord ? Donc ça, c'est une des modalités. L'autre modalité, c'est être dans un des métiers de santé qui sont les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires puéricultrices, ambulanciers, auxiliaires de médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale, aide à domicile. Assistant médico-administratif, c'est l'équivalent d'une secrétaire médicale. Et donc, vous devez remplir un dossier et il y a un entretien. Et à partir de là, vous accédez à la formation ou pas. Pour l'instant, on propose que la formation complète. Il n'est pas exclu, mais ça, comme c'est une nouvelle école, vous voyez, tout n'est pas encore... voilà. La perspective, c'est d'avoir des dispenses de certaines parties du cursus dans la mesure où vous êtes issu de certaines professions de santé. Il y a des choses qui se retrouvent et qu'on peut éventuellement... pour lesquelles vous pouvez avoir déjà une équivalence. Mais pour l'instant, c'est pas encore... aucun CEFARM ne le fait. Alors, on vous a dit, je vous ai mis les coordonnées administratives, mais c'est une équipe d'intervenants métiers, c'est-à-dire que ce sont tous des professionnels en exercice qui interviennent, médecins, assistants de régulation médicale, cadres des SAMU, donc 35, 22 et 29. C'est la totalité de ces équipes-là qui collaborent aux interventions dans le CEFARM. Peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est la durée. C'est 1470 heures, donc ça fait une année entière, avec des apports théoriques et des stages. À hauteur de moitié pour l'un, moitié pour l'autre, en termes de durée globale. Donc ça veut dire 735 heures de stage et 735 heures d'enseignement théorique. Les recrutements se font majoritairement d'abord sur les remplacements d'été, et donc ça laisse l'opportunité aux jeunes diplômés d'aller dans un SAMU, d'être recrutés peut-être pour un remplacement, et puis si ça se passe bien, s'ils accrochent, de se dire je peux rester, et voilà quoi. C'est vrai que comme partout, tous les métiers, on fait un peu comme ça. Finalement, quand il y a une opportunité, on prend d'abord une place parce qu'on est tout jeune. Et puis, quand je dis tout jeune, en termes d'expérience, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Mais voilà. À la Cité des métiers, on insiste beaucoup, nous, sur les stages. J'imagine qu'un stage, c'est pas possible, en fait, chez vous, ou c'est possible ? Alors, ça peut se tenter, ça peut se tenter. La preuve, Héloïse a tenté une journée, donc voilà. Maintenant, un stage de plusieurs jours, ça peut être difficile. Pour les professionnels des établissements de santé, il y a ce qu'on appelle le stage par comparaison qui permet de venir une journée dans un autre service. Donc, vous pouvez le faire au SAMU, comme vous pouvez tout d'un coup dire j'ai envie d'aller au bloc opératoire. Voilà, donc, ça peut se faire en tout cas en interne. Extérieur, ça me semble peut-être plus complexe. Il faut aussi que nos trois SAMU puissent accueillir les stagiaires finalement. Parce que c'est ça aussi, comme c'est un métier, je vais dire, de niche, parce qu'il y a très peu d'assistants de régulation médicale. Si on regarde sur toute la France, vous trouverez beaucoup plus d'infirmiers et d'aides-soignants que d'assistants de régulation médicale. C'est normal, il y a qu'un SAMU par département, donc forcément, ça ne fait pas la même chose. Quand on arrive, on est contractuel de la fonction publique, donc on n'a pas les primes. Donc, de mémoire, quand je suis arrivée, j'étais entre 1500 et 1600 en comptant les week-ends et les jours fériés. Non, net. Ouais. Et quand on passe titulaire, ils nous rachètent en fait nos années. Donc c'est selon les échelons. Alors vous pouvez trouver la grille. Elle existe maintenant, elle est sur Internet. Mais voilà, c'est pareil, ça dépend. On a des primes, ça dépend du nombre de week-ends, ça dépend de si on fait des nuits ou des jours. En fait, il n'y a personne dans le service qui a le même salaire. Vous pouvez être ARMS certifié, mais vous n'arrivez pas titulaire de la fonction publique. Donc il faudra passer un concours pour devenir titulaire de la fonction publique. On a dit 4 grandes catégories, 4 compétences. Vous devez savoir réceptionner et traiter un appel, donc c'est ce qu'on appelle le décroché téléphonique. Savoir gérer et envoyer les moyens de secours. Donc, on l'a dit, envoyer des ambulances, des SMUR, des VSAV, gérer la qualité et la sécurité, et puis être en capacité de participer à une situation sanitaire exceptionnelle, donc de gérer les appels qui sont en lien avec ça. Donc, le détail, c'est les compétences 1, le traitement de l'appel, c'est le rôle et le cadre d'exercice de l'assistant de régulation médicale. Donc, on vous a un peu donné un avant-goût. Voilà. La définition d'une situation d'urgence, puisqu'il faut pouvoir trier, donc si on ne sait pas faire la distinction, c'est essentiel.
Et puis la communication et la gestion des réactions comportementales. Donc on vous a dit savoir communiquer avec l'autre, être à l'écoute, entendre la colère, le cri, le calme aussi parfois. Entendre le silence aussi parfois, parce qu'il y a des bruits, entendre l'environnement. Il y a des bruits auxquels vous, peut-être comme ça, vous ne feriez pas attention. Et quand on est au téléphone dans cette mission, on se dit, oh là, c'est suspect. Enfin, voilà. Hein. Et puis donc, on l'a dit, gestion du stress, voilà. La mobilisation des moyens, c'est connaître le parcours du patient, donc de son domicile jusqu'au service dans lesquels il sera pris en charge, donc tout ce qui est service plateau technique, évidemment. Et puis les moyens opérationnels liés à traitement de la demande, ça c'est les outils métiers dont on vous a parlé, tous les logiciels. La gestion de la qualité, c'est les outils informatiques. La gestion des risques, c'est-à-dire ce dont on vous a parlé, la gestion des flux d'appels, le nombre de personnes, etc. Et puis les situations sanitaires exceptionnelles, c'est comment on s'organise pour gérer un afflux massif d'appels ou un afflux massif de victimes. Parce que peut-être parfois on aura un jour un seul appel, mais un seul appel qui nous dira « oh là là, il y a 20, 30, 40, 50 ». Et il faut s'organiser pour être en capacité de soigner dans les quelques heures qui arrivent, les 20, 30, 40, alors qu'on doit continuer à gérer le quotidien. Parce que 20, 30, 40, en soi, on se dit, ok, on peut. Mais le reste ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le patient qui fait un infarctus, il fait, celui qui s'est cassé la jambe, il est toujours aussi à soigner. Enfin, voilà quoi. Alors souvent, quand même, quand on a une situation particulière, quelle qu'elle soit, pour des raisons diverses et variées, puisque je peux vous en donner plein d'exemples, que je ne donnerai pas d'ailleurs parce que je n'ai pas le droit, mais on va quand même prendre des nouvelles parce que pour les équipes, c'est important. Pour les équipes, c'est important de savoir. Donc, si on peut, on cherchera à avoir des nouvelles, au moins sur la prise en charge immédiate. Effectivement, par contre, vous avez raison, on n'a pas de suivi. Mais c'est aussi... alors, moi, souvent, on me dit, oh là là, votre métier... Mais moi, j'admire, par exemple, le médecin généraliste ou libéral qui va être à proximité de certaines familles, de certains patients, et qui va les suivre tout au long d'une pathologie parfois longue et difficile. Donc, il y a le SAMU Centre 15, il y a effectivement les SMUR et les services d'accueil des urgences, parce que c'est bien de connaître aussi ce qu'on envoie, les structures qu'on sollicite, les structures sur lesquelles on s'appuie, les structures qui reçoivent les patients qu'on gère et à qui on répond au téléphone. Donc, il y a aussi un stage en établissement de santé, donc public ou privé, établissement de santé mentale, parce qu'on a aussi pas mal d'appels pour des détresses psychologiques. Donc, un stage en service d'accueil recevant des appels d'urgence. Donc là, il n'y a pas que le SAMU, mais il y a aussi effectivement les numéros d'urgence comme le 18, comme le 17. Et puis, un stage en transport sanitaire, pour voir ce que vivent les ambulanciers privés en termes de prise en charge de patients, comment ça se passe, quoi. Et dans un établissement aussi médico-social, là, pour le coup, le stage métier, c'est bien en centre de régulation, donc en centre 15. Là, pour le coup, vous voyez, 16 semaines. Donc, évidemment, avec une progression au fur et à mesure. Et ce n'est pas 16 semaines bloquées. Il y a 3 stages dans les centres 15. Donc, qui prennent en compte, on va dire, l'évolution de la formation et votre évolution individuelle dans ce parcours de formation. Alors là, en fait, on a défini ensemble, il n'y a pas que Saint-Brieuc, mais Rennes et Brest, on a défini un nombre de stagiaires pour répondre aux besoins du CEPHARM. Donc, on répond aux besoins de l'école et on est à 3 stagiaires maximum en même temps. Mais on fait des plannings pareils pour que... pareil, le stage sera de jour comme de nuit. Je pense que la richesse de ce métier aussi, c'est de découvrir les pratiques des autres, parce que, Elisabeth l'a dit, on n'a pas forcément tous les mêmes pratiques. Non pas qu'on n'a pas tous les mêmes règles, les règles sont les mêmes, mais on n'a pas tous les mêmes moyens, puisque on n'a pas la même, on va dire, quantité de population, donc on n'a pas les mêmes nombres d'établissements de santé, on n'a pas le même nombre d'équipes médicales, on n'a pas le même type de plateau technique. Enfin, voilà, donc c'est le système de santé qui va définir nos capacités. Donc, je pense que c'est intéressant d'accepter de tourner sur plusieurs lieux de stage pour voir de la diversité. Et c'est comme ça qu'on fait son expérience aussi et son apprentissage. C'est un métier rare,
Mais aussi, sa rareté fait sa difficulté potentielle de reconversion. Vous avez raison. Donc, il faut être conscient de ça aussi, ou en tout cas avoir une deuxième casquette. L'arme ne fait pas que décrocher des appels 15. On est aussi impliqué dans la vie du service. On va être référent sur plusieurs dossiers. Par exemple, moi, je suis au niveau de la formation, donc j'interviens au CEFARM, je vais intervenir à l'école d'ambulancier pour présenter certaines choses. On peut vraiment faire du métier quelque chose aussi de polyvalent sur plusieurs points. On peut vraiment, c'est pas répétitif. Si on s'intéresse justement à la vie et si on s'implique, ça peut être un métier qui est avec plusieurs portes ouvertes, rien qu'à l'intérieur du service.